Dans cette leçon, on va voir notre méthode, donc un autre algorithme d'apprentissage, toujours apprentissage supervisé, c'est le support vector machine, le SVM, ou en français c'est machine à vecteur de support. Donc on va découvrir dans cette partie, donc elle est divisée en deux parties. Donc dans cette leçon, on va commencer la partie 1, donc qui contient le classification des vecteurs de support, donc les SVC. Donc c'est pour la classification donc linéaire, voilà. Et ensuite on verra le SVC, donc toujours le Support Vector Classification non linéaire ou non linéaire SVC. Donc on va commencer à présenter les machines à vecteurs de support, les SVM. Bon, l'historique, c'est un algorithme qui a été conçu par un russe en 90. Donc c'est toute une famille ça regroupe plusieurs techniques d'apprentissage automatique. Voilà. Donc pour simplifier les choses, donc c'est quoi ce SVM? Sont des modèles binaires ou discriminants. Donc ça veut dire que binaire, ils vont classer en deux catégories. C'est ça le mot binaire. Donc en référence au langage binaire, langage machine 0-1. On n'a que deux, soit 0, soit 1. Donc le classement binaire, ça veut dire il doit appartenir à des groupes distincts, donc deux groupes. Ou discriminant, donc ça veut dire que séparé, donc séparé, ou mettre dans la première classe, soit la deuxième classe. Donc fonctionnant sur deux classes de différenciation. Donc la tâche principale consiste à discriminer ou séparer les nouvelles observations entre deux classes. Donc pendant la phase d'apprentissage, ces classificateurs, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont projeter les observations dans un espace multidimensionnel appelé espace de décision et construisent ce qu'on appelle la surface de séparation appelée frontière de décision. Voilà. Donc ça dépend les dimensions, qui divise cet espace en deux zones d'appartenance. Voilà. Donc cette ligne, elle va diviser notre espace en deux classes. Ensuite, il va choisir à quelle classe les nouvelles observations appartiennent. Voilà. Bon, le cas le plus simple, on a un cas plus simple, c'est-à-dire le cas linéaire, donc l'ISVC linéaire. La frontière de décision sera représentée par un plan en 3D ou par une droite comme ici, donc 2D. Donc concernant un plan 3D, on a un plan. Donc dimension 3D, on a un plan. Et bien sûr, deux dimensions, on a une droite. Donc ça, normalement, c'est un plan en 3D. Dans le cas dans les cas les plus complexes, la surface de séparation sont des formes courbes de plus en plus articulées. Donc la même pour le SVM, les points de données sont répartis dans un espace multidimensionnel où les valeurs d'une caractéristique spécifique sont distribuées sur chaque axe. Donc l'objectif de la SVM, tout simplement, c'est de trouver ce plan, un hyperplan séparant l'espace entre les deux classes. Voilà. Cette droite, la droite à définir ne doit pas se limiter à séparer les deux classes, elle doit également répondre à des exigences particulières. Bon, par exemple, trouver les points les plus proches de la ligne de séparation. Ça, ce sont les points les plus proches de la ligne de séparation. C'est ce qu'on appelle les vecteurs de support. Donc ces points-là, c'est les points les plus proches de la ligne de séparation, donc on les appelle les vecteurs de support. On peut les trouver dans des tableaux dans la pratique. Donc c'est pour ça que ces points de vecteurs, donc les vecteurs de support, ils donnent ce nom à ce modèle. Donc c'est pour le vecteur machine. La distance entre, bien sûr, les vecteurs de support, cette distance, on l'appelle la marge. Ça, c'est une marge. Bien sûr, avec la ligne de séparation. Donc la distance entre le vecteur et la ligne de séparation, ça c'est ce qu'on appelle la marge. Donc
Au final, la tâche de la SVM est de maximiser cette marge, hein. C'est de maximiser cette marge. Lorsque la marge atteint sa valeur maximale, donc la frontière de décision est optimale. Voilà. C'est pour bien séparer les points. Non pas directement, la séparation va être collée entre les deux classes, mais elle va maximiser la marge. Et dès qu'elle atteint sa valeur maximale, donc la frontière, elle est définie. Donc la SVM est une technique très flexible qui se prête à de nombreuses applications. Elle peut être utilisée par exemple dans la régression, avec les SVR, donc Support Vector Regression, et également dans la classification avec la classification vecteur de support, les SVC. Donc on va commencer avec les SVC, ensuite dans la deuxième partie on va parler des SVR pour la régression. Donc on va commencer par la classification, ensuite la régression. Alors la classification des supports de support ou les supports vector classification SVC. Pour mieux comprendre le fonctionnement, donc on va prendre un cas simple, à savoir le cas 2D linéaire. Ok, linéaire, de cette façon, où la frontière de décision est une ligne droite. Ça, c'est la frontière de, donc, c'est la frontière entre les deux classes. La frontière de décision. Donc, sépare la zone de décision en deux parties. On va prendre l'exemple. Dans cet exemple, ce code, on va créer, bien sûr, des X. Donc, on va importer les trois modules, donc NumPy, pour générer les tableaux des données. PyPlot pour l'affichage, donc pour la visualisation graphique, et les SVM, le module SVM de scikit-learn. Ok, on va importer notre modèle. Ensuite, on va définir les axes, donc les X et les Y. Bon, les X, ça va être un tableau qui contient des nombres, ok, un tableau de dimensions, et les Y vont contenir des 0 et des 1. Donc, le tout, on a 11 éléments pour les X et 11 éléments pour Y. Ça veut dire quoi cette écriture? Donc, ça veut dire que je vais créer un tableau qui contient 6 0 au début, ensuite 5 1. Et ça, c'est pour seulement classifier chaque élément de X. Par exemple, le premier élément, il est classé dans 0, la classe 0. Le deuxième dans la classe 0, jusqu'au sixième. Ensuite, à partir du septième, donc, on va commencer les classes 1. Donc, les 5 dernières classes données sont classées dans la classe 1. Ensuite, on va afficher un tableau à nuage, un graphique plutôt, un graphique à nuage de points, simple. On va prendre les X0, la colonne 0, ça veut dire 7, c'est les nombres, les premiers de X. Voilà. Et le Y, ça va être la deuxième colonne de notre tableau, toujours X. Donc on ne va pas prendre les Y. Donc la première colonne, c'est les X, et la deuxième colonne de notre tableau, c'est les Y. Bien sûr, on va choisir une couleur, et on va choisir la taille des points, 50, et le alpha, la transparence. On exécute le code, voilà. Donc il nous a donné tout simplement une représentation graphique sous forme de nuage de points de notre tableau X. Notre tableau X. Alors maintenant qu'on a défini l'ensemble d'apprentissage, hein, qu'est-ce qu'on va faire? Ben, tout simplement, bien sûr, appliquer notre algorithme SVC pour commencer, bien sûr, pour trouver une certaine logique entre ces données, pour classifier les données. Donc c'est ça l'objectif. On va classifier ces données d'après leur répartition. Normalement, il va créer une séparation à peu près ici. Et bien sûr, avec le modèle SVM, il va calculer cette frontière et les marges entre la ligne, donc la frontière de décision, la ligne de décision et les vecteurs de support. Il va maximiser la marge entre les vecteurs de support et la ligne de décision, frontière de décision, pour définir sa position. Il va la dessiner et bien sûr ensuite on va afficher le maillage. Le maillage c'est ça, donc le maillage c'est la couleur, ça veut dire tous les endroits du graphique que le modèle a considéré appartenant à la classe 1, ça veut dire la classe 0 plutôt, et la classe 1.
Donc pour cela, on va utiliser le maillage. On a déjà fait le maillage avec d'autres exemples, par exemple concernant les cas NN, donc les plus proches, les cas plus proches voisins. On a fait le maillage pour dessiner sur le graphique, visualiser les endroits du graphique que le modèle a considéré appartenant à une classe et non pas une autre. Voilà. Donc c'est ce qu'on va faire. On va appliquer le modèle, cette fois-ci le SVC, linéaire, hein, vous voyez bien, linéaire. Donc on va définir le modèle SVC avec le noyau comme linéaire, parce que notre modèle a un argument très important qui est le noyau. On doit mentionner quel type de noyau. Donc pour sélectionner le SVC linéaire, on va dans l'argument noyau, on va définir linéaire. Donc tout simplement un noyau c'est quoi? C'est une classe d'algorithme pour l'analyse de motifs. Ensuite on va utiliser fit bien sûr pour l'apprentissage. Une fois le modèle entraîné, on va tracer la limite de décision avec bien sûr la fonction decision function. Donc ça, elle va dessiner cette ligne, voilà. Donc c'est la fonction de décision, donc la frontière de décision. Ensuite on va tracer le nuage de points pour nos données. On va attribuer une couleur pour chaque partie. Voilà le code, notre code est là. Donc on va importer bien sûr les modules qu'on va utiliser, NumPy, PyPlot et SVM. On va créer le jeu de données qu'on a déjà créé. On va créer les Y, l'appartenance. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? On va commencer on va instancier notre modèle SVM. Ok, ça c'est bien sûr le SVM, c'est général, donc machine, support vector machine. Et on va utiliser le SVC, donc c'est la classification, donc support vector classification, pour, non pas la régression, pour classifier. Bien sûr, pour l'instancier, il faut choisir entre les paramètres. Donc il faut lui passer comme paramètre, hein, le kernel, le noyau c'est linéaire. Voilà. Ensuite, bien sûr, directement, on va commencer l'entraînement. On va lui donner les X et les Y. Cette fois-ci, on va prendre les X et les Y. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les X, ça va être les données, et les Y, ça va être leur classification. Donc le 1, 3, elle appartient à la classe 0. Ok? Le 1, 2, il appartient à la classe 0. Le 1, 1,5 à la classe 0 jusqu'au 6e élément. Ensuite, on va commencer les classes, les 5 dernières données, valeurs, c'est les classes 1. La classe 1. Donc là, on a instancié notre modèle et on a commencé l'apprentissage. Maintenant, on va s'intéresser au graphisme. Donc notre graphique, bien sûr, on va créer un maillage de points. Et donc pour un petit rappel, le maillage de points, on a déjà fait ça. Tout simplement, c'est quoi le maillage de points? C'est tout simplement la création d'une grille. Donc toujours les étapes, et ça, on doit suivre les étapes suivantes. On va créer la limite. Peu importe, en tous les cas, on va commencer par, bon, on a défini les données. Voici les données, ok, surtout le X. Ensuite, on va spécifier la limite de notre grille, hein, qui va contenir le maillage. La grille, c'est elle qui va construire le maillage sur le graphique. La grille, donc, tout simplement, on va utiliser la fonction meshGrid de NumPy ou il y a d'autres fonctions pour créer des grilles. En tous les cas, la grille, c'est quoi? C'est tout simplement chaque point de notre graphique. Chaque point, chaque pixel, chaque point. Voilà. Donc, première étape, on va commencer à définir les limites de notre grille. Donc, le minimum et le maximum. Le minimum pour X, maximum pour X, le minimum pour Y, le maximum pour Y. Ensuite, on va créer la grille. Cette grille, elle va porter sur tous les points de notre graphique qu'on a déjà fixé le minimum et le maximum. Voilà. Ensuite, troisième étape, c'est la création, la prédiction avec la fonction, notre modèle. Donc notre modèle, il va prendre chaque point de la grille. Bien sûr, il va savoir où il commence parce qu'on a mentionné le début, les limites de notre graphique, notre grille, dans les abscisses et les ordonnées. Donc le modèle, il va prendre chaque point de la grille, il va donner un résultat de prédiction.
Donc, si un point est, par exemple, il a décidé qu'il soit dans cette partie, donc ça veut dire qu'il va être coloré en violet. Ici, par exemple, il a choisi que ce modèle appartient à cette classe, il va le colorer en jaune. Ok? C'est ça l'intérêt. Donc, le maillage, c'est pour valider, donc pour voir les résultats de prédiction de notre modèle et pour le valider, pour ensuite voir par exemple est-ce qu'il y a du surapprentissage ou est-ce qu'il y a du sous-apprentissage. Donc plus il y a des couleurs, des divisions, plus ça veut dire que ça c'est un signe de surapprentissage. Plus c'est simple, plus c'est une sorte de sous-apprentissage. Apprentissage, en tous les cas, ça c'est pour visualiser le travail de notre modèle. Voilà, pour l'estimer. Euh, ensuite, donc on va commencer la création de la grille. Donc pour créer la grille, donc soit on utilise np mesh grid, soit on utilise np m grid. Donc là c'est la même chose. Donc cette fonction de NumPy, ça va créer une grille. Cette grille, elle va partir de 0 à 4. Donc de 0 à 4. Voilà, de 0 à 4. Et de 0 à 4 pour les y, la même chose. Voilà, pour les x de 0 à 4 et pour les y de 0 à 4. Mais il y a une partie imaginaire, c'est le 200j. Alors, 200j, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va prendre l'intervalle 0,4 et on va le diviser en 200 portions égales. Donc ça, c'est le pas. Donc le 200j, c'est le pas. Ça veut dire qu'il va commencer par 0, il va augmenter d'une certaine valeur, de telle sorte que si on rassemble toutes les pas, toutes les portions d'avancement, on va avoir 200 morceaux. Donc on va prendre cet intervalle, on va le diviser en 200 morceaux. Ensuite, on va commencer à ajouter à chaque fois le morceau qu'on a calculé. C'est ça. Donc on aurait pu écrire par exemple 0,5. Ça veut dire qu'il va commencer par 0, ensuite 0,5, ensuite 1, ensuite 1,5, 2, 2,5, 3, 3,5, 4. Il s'arrête. Donc là, c'est le pas. Mais on peut utiliser une fraction. Donc ça veut dire que on peut lui dire, vous allez diviser cet intervalle en 200 points. Et ensuite, vous allez ajouter à chaque fois cette portion, le résultat de cette division, vous allez l'ajouter à partir de 0 jusqu'à atteindre 4. C'est ça. Donc là, on a créé notre grille. Et n'oubliez pas, une grille, cette grille, elle contient deux matrices. La première matrice, c'est X, et la deuxième matrice, c'est grand Y. Bon, grand X, c'est la première matrice de notre grille. Donc la première matrice de la grille, c'est le grand X, et la deuxième matrice de notre grille, c'est grand Y. Et bien sûr, le grand X et grand Y, ce sont les points de chaque grille, de notre grille. Chaque point de notre grille, jusqu'au 4. Voilà. Très bien. Donc, voilà. Donc les limites, c'est ça. C'est ça les limites. Et la grille, c'est ça. Donc on a déjà fusionné les deux étapes. Préciser les limites de notre grille et création de notre grille. Deuxième étape, bien sûr, c'est la prédiction. Donc on va injecter les points, chaque point de notre grille, donc les x et les y, on va les injecter dans notre modèle, bien sûr, avec la fonction décision fonction. Voilà, on va les injecter dans notre modèle, on va les donner à notre modèle SVC avec la fonction décision fonction. Voilà. Ensuite, cette fonction-là, fonction, elle va tout simplement tracer la limite de décision de nos données. On va lui passer, bien sûr, bon, ça c'est, on a déjà vu ça, donc la fonction C-8 de NumPy, elle permet de combiner deux tableaux. Bon, alors, ça c'est un tableau 2D, X par défaut, normalement, c'est la première matrice de la grille. C'est un tableau 2D, on va le transformer en tableau 1D, avec la fonction Ravel, ok? Alors, donc on ne peut pas injecter deux tableaux 2D dans la fonction décision function du modèle. Donc on va injecter un tableau global 2D, non pas deux tableaux 2D. Donc on doit transformer ce tableau 2D X en tableau 1D avec Ravel, et le tableau 1D, 2D Y, on va le transformer en tableau 1D avec toujours Ravel. De cette façon, on va avoir bien sûr deux tableaux. Donc le total, ça va nous donner un tableau 2D.
La première dimension, c'est X, la deuxième dimension, c'est Y. Ils n'ont pas deux tableaux, ils n'ont pas un tableau qui contient deux tableaux 2D. On va avoir une erreur. Donc on va passer à notre fonction décision, fonction de notre modèle, un tableau 2D composé de deux tableaux 1D, déjà transformés. Ensuite, bien sûr, pour l'affichage, on va transformer donc le résultat. Hein, après ce code, l'exécution de ce code, on va avoir un Z, donc un tableau 1D, un tableau une seule dimension. Donc on doit transformer ce tableau une seule dimension en tableau deux dimensions. Donc comment faire? Bien sûr, faire appel à la fonction reshape, et à l'intérieur, on va passer X reshape, ça veut dire que vous allez copier la taille, les dimensions de tableau X. Et vous allez les rendre, donc vous allez transformer le tableau Z, lui donner la taille de tableau X, qui est un tableau 2D. Voilà. Donc le résultat 1D, ensuite on va le transformer 2D. Donc là, on a un Z, donc un tableau 2D. Donc le Z, il contient quoi? Il contient tout simplement les limites de décision de notre modèle. Ou les valeurs de décision. Bien sûr, on va commencer maintenant le traçage, l'affichage, la création des graphiques. On va commencer par créer un graphique contour F. Hein, ça, c'est pour créer des graphiques de lignes de niveau, mais avec remplissage entre les lignes. On a déjà fait ça pour simuler, par exemple, un tableau 2D en tableau 3D, et tout en restant dans deux dimensions. Donc, notre graphique, on va lui passer le X, Y, c'est les deux matrices hein, transformées, qui représentent chaque point de notre grille. Et le Z, hein, c'est bien sûr les données de prédiction, par exemple. De cette façon, il va prendre, par exemple, le X05 et le Y05, voilà, 0505. D'après les données de prédiction, il appartient à la classe 0. Donc, il va le colorer en 0. Chaque point, il va le colorer d'après la couleur de son appartenance à la classe 0 ou 1. Voilà. Et bien sûr, on va mentionner Z est supérieur à 0. Ça veut dire quoi ça? Z supérieur à 0, tout simplement, ça c'est un masque. Donc on va passer un masque à notre, bien sûr, PyPlot, Matplotlib, le gars qui est, donc ça c'est PyPlot. On va lui donner un masque. Ce masque, il dit quoi? Tout simplement, c'est pour distinguer les valeurs positives, hein, les valeurs positives comme vraies, ça c'est un masque logique, et les valeurs négatives comme faux. Les valeurs positives, c'est les valeurs qu'il a calculées, ok, de notre modèle, ici, voilà, là. Donc on va avoir des valeurs négatives. Bon, négatives, ça veut dire inférieures à notre ligne de frontière de décision. Donc il va les mettre par exemple à gauche et les autres il va les mettre à droite. Donc la fonction contour F, notre fonction contour F utilise ce masque logique, vrai ou faux, pour déterminer les régions à remplir. Voilà, tout simplement pour déterminer les régions à remplir d'après cette ligne, voilà. Très bien. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? On va créer bien sûr la ligne séparatrice. Voilà, la ligne séparatrice, cette ligne. Donc on va utiliser toujours contour et non pas F. Contour, hein. Vous souvenez-vous, donc lorsqu'on utilise contour F, il va colorer la séparation entre les zones. Et lorsqu'on utilise contour seulement, il va tracer une ligne qui sépare. Donc en général, je vous ai déjà expliqué, lorsqu'on veut afficher un graphique qui utilise des lignes de niveau, donc on utilise les deux, contour F pour le coloriage, pour les couleurs, et contour sans F, donc contour seulement, pour tracer la limite, pour que la limite soit bien claire. Voilà. On va passer X et Y, le Z bien sûr, le Z puisque c'est une ligne, donc on va directement Z, on va lui donner Z, ou Z égale 0, c'est la même chose. Donc color, c'est la couleur de la ligne, c'est noir, et line style sont les tirés, donc une ligne droite, et le niveau 0. Ça veut dire quoi le niveau 0? Bon, vous remarquez ici qu'on a, par exemple, pour déterminer, bien sûr, je vous ai déjà expliqué, l'algorithme, qu'est-ce qu'il va faire? Il va déterminer la position de cette ligne d'après quoi? D'après les vecteurs de support. Les vecteurs de support sont les lignes les plus proches de cette ligne séparatrice.
Donc les vecteurs de support, normalement, c'est ces deux points-là. Donc on a ce point-là, hein, ce point-là sont les plus proches, et ces deux points-là. Donc qu'est-ce qu'il va faire? Il va maximiser la marge, donc la distance entre cette ligne et le point. C'est normalement ces deux points, les vecteurs de support pour la classe 1 et les vecteurs de support pour la classe 0. Donc qu'est-ce qu'il va faire? Il va maximiser la marge pour ensuite dessiner la frontière entre les deux classes. Donc, nous, on va sélectionner le niveau 0. Niveau 0, ça veut dire la ligne, la frontière de décision. Voilà, la ligne de décision. Il y a par exemple, d'autres lignes. Par exemple, la ligne -1 et +1. -1, c'est qui passe sur les vecteurs de support, et +1 qui traverse les vecteurs de support de la deuxième classe. Donc, -1, ça veut dire la ligne qui traverse les vecteurs de support plutôt, les vecteurs de support de la première classe, et la deuxième ligne, +1, c'est la ligne qui traverse les vecteurs de support de la deuxième classe. Normalement, c'est ça. Donc ça, c'est -1, ça, c'est 0, ça veut dire la frontière, et ça, c'est +1. C'est comme GMT +1, GMT 0, GMT -1, voilà. Très bien. Donc, level égale 0, ça veut dire la ligne de frontière qu'on va dessiner. La frontière de décision. Et bien sûr, on va afficher les données, nos données, les données qu'on veut visualiser, les X. Hein. C'est X0, c'est la première colonne, et X1, c'est la deuxième colonne. Ça, c'est X, ça, c'est Y. La taille, la couleur, la taille, et le alpha, c'est la transparence. On exécute le code. Et voilà le résultat. Donc, il a dessiné la frontière de décision, il a dessiné la classe 1 avec une couleur, la classe 2 avec une couleur, et vous voyez qu'il s'est trompé sur un seul point, c'est celui-là qu'il a mis avec la deuxième classe. Ça, donc, c'est une petite erreur. En tous les cas, là, c'est bien défini, là, c'est pas, il a bien défini, là, il a bien défini les deux classes. Donc, si on a une nouvelle valeur, par exemple 2, 2, donc 2 et 2, ça va tomber ici, donc il va au final il va décider qu'elle appartient à la première classe, donc la classe 0. Ici on a une autre valeur, par exemple 3, 0,5, donc ici, donc 0,5, 3, elle va tomber ici, donc il va décider qu'elle appartient à la deuxième classe, la classe 1. Très bien. Donc une fois le modèle entraîné et affiché avec bien sûr la fonction, donc le fonctionnement avec bien sûr tout ce qu'on a vu, les graphiques, etc. et la ligne, la fonction, donc pour préciser la fonction décision function, hein, tout simplement pour décider chaque point du graphique, il appartient à quelle classe. Qu'est-ce qu'on va faire? On va faire une prédiction, donc on va lui passer des valeurs, une nouvelle observation, et normalement il va nous donner, il va les classifier, il va nous donner à quelle classe elles appartiennent. Par exemple, bien sûr on va utiliser la fonction predict, ok? Donc n'oubliez pas, la fonction predict pour prédire une nouvelle observation. On a la fonction fit pour l'entraînement, et on a la fonction decision function, c'est pour tout simplement tracer les limites donc, de décision de notre modèle dans le graphique. Okay? C'est grâce à la fonction decision function qu'il a décidé que cette partie, il va la colorer en violet, cette partie-là en vert, et la ligne, donc la frontière de décision, elle doit être ici. Maintenant, predict, on va lui passer une nouvelle valeur. Bien sûr, c'est un tableau 2D. Attention, donc c'est un tableau 2D. Non pas un tableau 1D. Donc toujours predict, elle accepte un tableau 2D. Donc deux crochets et deux crochets. Donc la variable, donc on a une seule donnée, une seule observation. Donc on a le X et le Y. Donc on va exécuter le code. Et voilà, donc elle appartient à la classe 0, c'est-à-dire la première classe ici. Donc 1,5 et 2,5. Donc 1,5 c'est ici et 2,5 c'est ici. Voilà, donc c'est la première classe. C'est pour cette raison il nous a donné 0. Donc la deuxième, par exemple, 1. La deuxième, il a décidé qu'elle appartient à la classe 1. Ça veut dire la deuxième classe. Donc 2,5, 1, 2,5, 1. Voilà, ça tombe ici. Donc c'est effectivement la deuxième classe.
Bon, un autre un concept connexe à l'algorithme SVC est la régularisation. Ok? On va parler de la régularisation. Donc, tout simplement, c'est quoi? Ça a un lien avec la marge entre les vecteurs, les supports de vecteurs, hein, les points les plus proches de la ligne et la ligne frontière de décision. Donc, c'est la régularisation. C'est un paramètre. Donc, c'est un paramètre qui a la lettre C. Hein, ok? Donc, on va le passer dans notre fonction, donc de notre modèle. Hein. Donc, le C, c'est quoi tout simplement? C'est tout simplement, il va calculer la marge. Donc une faible valeur de C, si on donne une faible valeur, donc signifie que la marge est calculée à partir de la plupart ou la totalité des observations situées autour de la ligne de séparation. Voilà. Donc il va utiliser tous les points proches de la ligne de séparation. Ça, c'est une valeur faible. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la régularisation plus élevée. Tandis qu'une valeur élevée de C, une valeur élevée, c'est le contraire, c'est une régularisation faible, plus faible. Donc si on donne une valeur forte, une grande valeur à C, cela signifie que la marge est calculée à partir des observations proches de la ligne de séparation, non pas toutes les observations. Donc, on va prendre que les points les plus proches. Donc, par exemple, ces deux points-là et ces deux points-là de chaque classe. Ok? Et non pas tous les points. On va faire un exemple, vous allez comprendre. Voilà. Par défaut, la valeur par défaut, c'est 1. On peut mettre en évidence les points ayant participé au calcul. Donc, on peut spécifier dans le graphique. On va mentionner, on va mettre en contraste donc les points qu'il a utilisé pour calculer cette marge. Ça veut dire les points, les supports de vecteurs. Parce que ici, on n'a pas affiché, on n'a pas précisé quels sont les points que le modèle a utilisé pour calculer la frontière de décision, donc calculer les marges. Donc on peut préciser ça sur le graphique. Donc on va utiliser ce code, donc toujours l'importation, les données, créer la définition des données. Et bien sûr, dans la création de notre modèle et l'apprentissage, on va, dans la création, l'instanciation de notre modèle, kernel toujours linéaire, mais C, là, on va mentionner le C. Le C égale 1, par défaut. On va voir le résultat. Ensuite, l'entraînement, on va lui passer le X et Y, ok? Comme ici, donc on a passé les X et les Y, X et Y, pour créer le schéma, le lien, la relation entre les X et les Y. Donc l'étiquette, c'est Y, hein? Alors, toujours, donc, on a ajouté seulement le paramètre de régularisation. Donc, ensuite, toujours, bien sûr, la grille, ensuite, décision fonction pour calculer chaque point, tracer chaque point, donc les limites entre les deux classes. Donc, pour décider chaque point de la grille, à quelle classe elle appartient. Ensuite, bien sûr, on va redimensionner notre Z pour devenir un tableau 2D. On va créer le contour des couleurs. Donc, voilà, Z supérieur à 0. On va créer notre ligne séparatrice. Mais cette fois-ci, qu'est-ce qu'on va faire? On va ajouter deux autres lignes. Ces lignes qui vont passer par les points, les supports de vecteurs qu'il a utilisé. Ok? Donc, on va mentionner le X et Y, bien sûr, chaque point de notre grille. Ensuite, le Z. Bon, là, Z égale 0, ça veut dire on va créer un tracé, mais avec des niveaux. Hein. Vous n'oubliez pas le paramètre niveau. Les couleurs, ça va être 3 couleurs. Pourquoi 3 couleurs? Parce qu'on veut créer 3 tracés. Ok? Le tracé, premier tracé, niveau 0, c'est la frontière de décision, et deux autres tracés qui vont traverser les supports de vecteurs. Ensuite, line style, bien sûr, pour ceux qui traversent les supports de vecteurs, ça veut dire les points les plus proches de la frontière de décision, vont être des pointillés, donc des lignes discontinues, et celle au milieu, donc ça veut dire la frontière, ça va être une ligne continue, un seul tiré. Là, c'est deux tirés de 6, et là, c'est un seul tiré. Et le level, bien sûr, moins 1, 0, 1. On va lui passer toujours une liste. Moins 1, 0, 1, ça veut dire que vous allez tracer 3 droites. Hein. Au milieu, c'est la frontière, et les deux autres qui traversent les supports de vecteurs.
On va afficher les données. On va afficher, bien sûr, ça c'est tout simplement, on va mettre en évidence les supports de vecteurs, ça veut dire les points qu'il a utilisés pour calculer la marge et préciser la place, donc l'endroit de la ligne, la frontière de décision, donc la ligne qui sépare les deux classes. Donc comment faire ça? On va utiliser bien sûr la fonction support vector cette fois-ci. Donc on va appliquer, on va passer à notre fonction, bien sûr, de modèle. Donc on va appliquer notre modèle sur la première colonne de X. Bien sûr, grâce à support vector pour détecter les points qu'il va utiliser, donc les points qu'il va utiliser pour calculer la marge ou la ligne, pour décider où mettre la ligne séparatrice. Ok? Donc, support vector, elle va nous donner quoi? Elle va nous donner un tableau qui contient les points qu'il a utilisés pour calculer la frontière, décider de la position de la frontière. Pour la première colonne de X et pour la deuxième colonne, ok. Ensuite, bien sûr, ça c'est la taille des points, ça va être 120 et la couleur c'est rouge. Et là, on va afficher tout simplement les données de X, donc première colonne de X et la deuxième colonne de X. J'exécute. Voilà le résultat. Donc, premièrement, la ligne séparatrice, elle est là. Donc, elle ressemble à ce tableau. Donc, c'est la même chose. Quelles sont les lignes, les supports de vecteurs qu'il a utilisés? C'est tous les points entourés par le rouge. Voilà. Et bien sûr, le niveau 1, niveau 2, niveau -1, 0, 1, c'est ça. -1, c'est la ligne qui traverse les supports de vecteurs utilisés, donc les points utilisés dans la première classe et le deuxième classe. Voilà. Et les points rouges, c'est-à-dire les vecteurs, supports de vecteurs qu'il a utilisés. Donc les points sont représentés par des cercles bordés dans le nuage. Donc les cercles bordés, voilà, en rouge. De plus, ils se situeront dans une zone d'évaluation à proximité de la ligne de séparation. Voilà. Pour observer l'effet de la régularisation, donc le paramètre C sur la limite de décision, donc où mettre cette limite de décision, on peut utiliser par exemple un C égal à 0,1. Nous, au début, donc dans cet exemple, on a utilisé un C égal à 1, mais ici, on va utiliser un C égal à 0,1. On va exécuter, c'est la même chose. On va modifier seulement le C. Voilà, ici, on va mettre 0,1. On exécute. Voilà, donc vous remarquez la différence. Bon, je vais mettre R rouge pour modifier la couleur des supports des vecteurs utilisés. Voilà. Alors, le résultat, tout simplement, un résultat différent. Donc, vous voyez que la ligne, là, la pente, elle a augmenté. Voilà. Une pente raide, un petit peu. Bien sûr, il a fait le point jaune. Donc, il est sorti. Maintenant, le jaune, il est classé dans la première classe. Voilà. Au début, c'était la deuxième classe, c'était juste. Mais là, c'est faux. Donc, on a deux erreurs. Ici, on avait une seule erreur, c'est ce point-là. Mais lorsqu'on a modifié le C, on a donné une valeur plus faible. Donc, on a deux erreurs désormais. Donc, voilà, pour voir que le paramètre de C, donc il faut bien choisir pour donner un modèle qui donne le moins d'erreurs. Et vous voyez, bien sûr, la marge a augmenté, hein, pour cette raison qu'on a appelé régularisation. Donc plus élevée, donc plus grande. Donc c'est ça, lorsqu'on donne une valeur faible à C, on va avoir une régularisation plus élevée. Donc ça veut dire que la marge va être plus importante. Et il va utiliser un plus grand nombre, hein, il va utiliser presque la totalité des observations. Voilà, c'est mentionné ici. Faible, donc il va utiliser la plupart ou la totalité des observations situées autour de la ligne de séparation, donc ce qu'on appelle la régularisation plus élevée. Ça veut dire, là, il a utilisé seulement les points les plus proches,
Mais là, il a utilisé presque la totalité des observations pour calculer la position de cette frontière, donc cette limite de décision. Voilà. Donc le nombre de points pris en compte a augmenté pour le calcul. Par conséquent, la ligne de séparation, ça veut dire la limite de décision, a changé d'orientation. 2 points se trouvent désormais dans les mauvaises zones de décision. Voilà. On a augmenté le taux d'erreur. Maintenant, on va parler des SVC non linéaires, ça veut dire le support vecteur classification non linéaire. Hein. Donc, là, on a utilisé les classifications linéaires. Donc, vous voyez, bien sûr, on a 2 classes bien distinctes. Mais des fois, on a des classes qui n'ont pas cette répartition vraiment claire. On peut avoir un mélange ou complètement différemment, sont regroupés d'une façon différente. Donc, dans ce cas, on va utiliser les SVC non linéaires. Donc, c'est quoi tout simplement on va utiliser des algorithmes donc plus complexes qui va permettre de créer des courbes 2D ou des surfaces courbes 3D. Donc, le principe de base, c'est quoi? C'est l'utilisation de ce qu'on appelle le noyau, le kernel. Donc, comme ici, on a utilisé le kernel linéaire, mais on va maintenant utiliser un autre type de noyau. Donc, on va modifier l'algorithme qui va calculer pour découvrir créer cette séparation entre les classes. Donc, le cœur, c'est le noyau, le kernel qu'on va modifier. Donc, l'idée de projeter. Donc, c'est quoi l'idée? Tout simplement, on va prendre par exemple, donc rapidement, je vais par exemple exécuter ce code donc, pour voir la différence. Voilà. Par exemple, on a ce résultat, seulement que 0,6. Voilà, ça fait 0,6. Très bien. Alors, une répartition de cette façon, ça va donner bien sûr, ça va être impossible, donc ça va être difficile d'utiliser par exemple le modèle SVC linéaire pour séparer les 2 groupes. Donc on a des groupes en rouge et en bleu pour les regrouper, pour les classifier, donc impossible d'utiliser la méthode linéaire. C'est clair. Alors, dans ce cas-là, donc on va utiliser un autre noyau qui va prendre. Qu'est-ce qu'il va faire en général le noyau? Il va prendre ce plan 2D, il va le transformer en un plan à plusieurs dimensions, par exemple en 3D. Ensuite, qu'est-ce qu'il va faire? Il va prendre par exemple ce premier groupe en 3D, lorsqu'il va voir du côté latéral, donc du côté, ça par exemple c'est une vue en face, donc il va prendre une autre perspective, donc une autre vue. Par exemple, vue en dessus, en dessous, côté gauche, côté droit, puisque c'est 3D. Avec le 2D, on a 2 vues, soit en face, soit derrière. Mais en 3D, on peut voir au-dessus, au-dessous et des 2 côtés, ou n'importe quel 360 degrés. En tous les cas, il va prendre la position où il peut séparer les deux. Par exemple, il va voir une vue en dessous. En dessus, voilà, en dessus, d'en haut. Il va voir en haut le plan 3D. Ensuite, il va décaler. Donc, il y aura un décalage entre le groupe bleu et rouge. Et là, il va décider la position de notre ligne, donc de frontière de décision ou ligne de décision. Voilà, c'est ce qu'il va faire. Donc, de cette façon impossible, donc il va modifier le plan, les dimensions, il va ajouter des dimensions. Ensuite, il va décider, donc il va prendre la vue qui va permettre de distinguer les 2 groupes. Ensuite, il va dessiner la ligne de décision et décider la frontière, faire la frontière entre les 2 classes. C'est ça en général. Donc, les noyaux les plus couramment utilisés, c'est le polymonial, RBF et sigmoïde. Le plus utilisé, c'est RBF, parce qu'il est tout simplement polyvalent. L'avantage de cette méthode, donc l'utilisation des SVC non linéaires, c'est tout simplement efficace dans les espaces de grande dimension, performance avec de nombre de données limitées, comme dans notre exemple, et moins sujet au surapprentissage.
L'inconvénient, c'est tout simplement le choix des hyperparamètres, hein. Les hyperparamètres, c'est la régularisation, le C, le noyau, le paramètre noyau. Donc, il faut bien choisir ces paramètres. Coût computationnel, donc, c'est-à-dire le temps de calcul peut être élevé, surtout avec grande quantité de données, enjeux de données, donc, et moins intuitif. C'est-à-dire que l'intégration, résultat peut être difficile car la séparation se fait dans un espace, bien sûr, abstrait de grande dimension. Basé sur les mêmes principes de maximisation des distances entre les points les plus proches de la surface, cette section donc examine le système utilisant un noyau polymonial. Ok. Comme son nom l'indique, on définit une courbe polymoniale qui sépare la décision R en deux parties. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va créer tout simplement un exemple pour commencer avant d'attaquer notre modèle, hein. Notre modèle, ça veut dire notre jeu de données, celui-là. Celui-là. On aimerait bien appliquer la classification, donc les SVC non linéaires sur ce modèle. Mais on va commencer par un modèle bien clair pour voir la distinction entre les deux. Donc notre modèle, tout simplement, ça nous donne ce graphique. Donc cet affichage. On a bien sûr, on va utiliser la méthode, la fonction donc make circle de Escaline. Donc Escaline nous propose ce module qui permet de générer des données aléatoires juste pour apprendre, pour entraîner nos modèles, hein. Ça va créer 200 points, donc l'ensemble du bleu et du rouge, c'est 200 points. Factor 0,6, ça veut dire la distance entre le groupe rouge et le groupe bleu. Par exemple, si je mets 0,9, vous voyez qu'il se rapproche de plus en plus. Donc il n'y a pas vraiment une distinction. Si je mets une valeur vraiment faible, par exemple 0,1, ça c'est le facteur, donc c'est le degré de rapprochement entre les deux groupes. Vous voyez que voilà, là c'est vraiment une grande marge est créée entre le premier groupe et le deuxième groupe. Donc on va remettre la valeur par défaut qu'on a eu avant, donc 0,6. Noise, ça veut dire quoi noise? Noise, tout simplement, pour ne pas avoir un cercle parfait, donc on peut, par exemple, éparpiller les données. Donc, on peut éparpiller les données pour, par exemple, voilà. Je sais pas ce que j'ai oublié un paramètre. Ça fait rien. Alors, noise, ça veut dire, je ne vais pas avoir un cercle parfait, mais un cercle qui est un petit peu décalé. Donc les points ne sont pas dans un cercle parfait. Par exemple, si je mets noise 0, je vais avoir un cercle bien parfait. Les points vont être bien alignés dans une forme de cercle. Voilà. Bon, si on utilise ce jeu de données, donc ça va être très facile pour notre modèle de préciser les zones de frontières, donc les zones pour chaque classe. Donc la ligne de frontière, la ligne de décision. Donc on va rendre le travail difficile pour notre modèle, donc on va ajouter du bruit, c'est-à-dire que les données ne soient pas bien alignées. Voilà. Voilà. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? On va utiliser, on va créer une figure, cette figure, voilà, et les axes, les limites de nos axes, bon, bien sûr les limites, ça veut dire le début et la fin de X, le début et la fin de Y, voilà. Ensuite, on va afficher les données, X, la première colonne, deuxième colonne, couleur noire. Bon, ça c'est le nom des labels, les étiquettes. Et on affiche le tableau. Voilà. Ça nous donne ça. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? On va utiliser le même jeu de données, affiché de cette façon, mais on va essayer de calculer les surfaces de décision. Bien sûr, on importe le tout, donc surtout notre modèle SVM, à partir de ça, scikit-learn.
On va créer le jeu de données comme on a déjà fait. On va créer bien sûr le modèle. Hein, le modèle, notre modèle, ça va être une instance de SVC. Le kernel, cette fois-ci, on va passer la valeur de l'algorithme, le noyau RBF. Voilà. Bon, gamma 1, ça a un lien avec toujours le noyau, notre noyau. Et c'est égal à 1. Voilà. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que la régularisation va être la valeur par défaut. C'est pas une valeur faible, c'est pas une valeur forte. Le 1, ça veut dire qu'il va choisir les points les plus proches de notre frontière, donc de notre surface de décision, donc frontière, donc notre ligne de décision pour calculer la marge. Bien sûr, on entraîne notre modèle avec les valeurs de x et y, hein, les x et y. Y, en tous les cas, ça va être des 0 et des 1. Donc ça veut dire les classes de x. X, ça va être des nombres aléatoires, donc jusqu'à 200, donc jusqu'à 200, et les y, ça va être la classe de chaque point. Donc x, il va contenir 200 points, et le y, il va contenir 100 points. Voilà, pour classifier chaque point, normalement. Ensuite, on va créer la voilà. Et bien sûr, les étapes du maillage. On va créer les limites de nos x, y, de la grille, plutôt de la grille. Donc, les limites de la grille, ça va être toujours le x, notre jeu de données x, première colonne, son minimum, moins 0,5, et le x, première colonne, maximum plus 0,5. Donc, la grille va dépasser les valeurs donc à afficher. Et le grec, la même chose. On va créer la grille, voilà, toujours. Le pas, c'est 0,02. Bien sûr, on va utiliser arrange à partir de x minimum jusqu'à x maximum, c'est deux valeurs, et y minimum jusqu'à y maximum pour les y de notre grille. Il va avancer avec un pas de 0,02. Ça veut dire que chaque 0,02, c'est un point, il va lui donner une couleur grâce à, bien sûr, la prédiction. Donc, on va commencer la prédiction sur l'ensemble du maillage pour déterminer les régions de classification. Donc, le Z, on va utiliser notre modèle predict. On va lui passer bien sûr les X et les Y, transformer en une dimension et regrouper pour avoir un tableau de deux dimensions. Le Z de résultat, c'est un tableau à une seule dimension. On va le transformer en tableau à deux dimensions d'après la taille, le shape de XX. Donc, parce que XX, c'est une matrice de notre grille avec mesh grid. On va afficher la frontière de décision maintenant. Donc la frontière de décision, ça va être la ligne qui va séparer les deux. Bien sûr, on va utiliser contour F pour les couleurs. Donc un graphique contour F. Donc on va lui donner les X et les Y. C'est quoi ça? Ça, c'est les valeurs de notre grille. On va lui donner le Z pour décider chaque grille quelle est sa couleur. Le jeu de couleurs, on va utiliser celui-là, et le alpha, la transparence 0,8. Ensuite, on va afficher les points de données réelles, ça veut dire les CX, les X. Hein, on va afficher les X. Donc ça va être scatter, nuage de points. On va prendre la première colonne de X, et les Y, ça va être la deuxième colonne de X. Les couleurs, le jeu de couleurs, voilà, un jeu de couleurs. Et edge color, K, ça veut dire qu'on va entourer les points par une bordure de couleur noire. Et ça sont les informations de notre graphique. J'exécute. Voilà. Ah, donc voici le résultat. Donc tout simplement, c'est quoi? Ça, c'est une frontière, donc une ligne de séparation, de décision, une frontière de décision entre le premier groupe et le deuxième groupe. Donc vous voyez qu'avec le SVC linéaire, impossible de créer cette séparation, mais avec une séparation non linéaire, SVC non linéaire, on a pu, grâce aux algorithmes au noyau RBF, utiliser, décider où mettre cette frontière. Maintenant, si on prend n'importe quelle valeur, ici elle tombe ici, par exemple 0, 0, il va la classer dans ce groupe, la classe 1, je crois, et par exemple 1, 1, et 1, ça va tomber ici, donc il va la classer dans le deuxième groupe. Et voilà. Donc maintenant on comprend comment il décide, comment il prédicte les valeurs.
On va appliquer ça sur notre modèle, toujours le modèle précédent. Cette fois-ci, on va utiliser kernel égale poly, non pas RBF, on va l'utiliser après. Donc on va utiliser le noyau polymonial pour voir les différents noyaux. Le C égale 1 et le degré égale 3. Donc on va l'apprendre, l'apprentissage. Ensuite, on va afficher le résultat grâce à ce code. C'est la même chose, hein, une grille. Ensuite, on va utiliser décision fonction pour calculer chaque point de la grille, à quelle classe il appartient. Ensuite, on va redimensionner le Z en 2 dimensions. Ensuite, on va afficher le contour F, donc pour décider les couleurs de chaque classe avec Z supérieur à 0. Ensuite, le contour, ça c'est la ligne séparatrice. Et bien sûr, les vecteurs, on va les mettre en surbrillance avec couleur rouge pour visualiser les points, les supports de vecteurs. Donc ça veut dire les points qu'il a utilisés pour calculer la marge entre les deux classes. Et là, on va afficher le jeu de données X. Voilà. On va prendre la première colonne de X comme axe des abscisses et la deuxième colonne comme axe des ordonnées, le Y. Toujours de X, ça veut dire la deuxième colonne, ces valeurs-là. La taille et l'alpha, la couleur, on exécute. Et bien sûr, on a ce résultat. Voilà. Vous voyez que le même modèle, plutôt le même jeu de données. Donc, au début, c'était SVC linéaire. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris une ligne droite pour séparer les deux classes, mais cette fois-ci, il a pris une ligne courbée, donc, pour séparer les deux classes. Voilà. Mais on a toujours la valeur de la jaune, hein. Le point jaune, il est toujours classé dans la première classe, alors qu'il doit être classé dans la deuxième classe, ici. Et ce point, normalement, il doit être dans la première classe, dans cette zone, mais il est dans cette zone. Donc on a une erreur, on a 2 points d'erreur. Donc on a 2 points mal placés. On va utiliser un autre maintenant, on va utiliser le noyau RBF, qu'on a déjà vu dans cet exemple, RBF. Et pour voir le résultat, donc on modifie, on va laisser tout pareil, donc toutes les lignes, donc on va les laisser comme dans cet exemple. Voilà. On va modifier seulement l'algorithme, donc le noyau, le kernel. On va utiliser l'algorithme RBF. On exécute. Voilà. Et vous voyez que tout simplement, il a corrigé l'erreur. Cette partie, donc le point jaune, il est dans la deuxième classe, c'est juste. Et le point violet, il est désormais dans la première classe. Bien sûr, il a pris toutes les valeurs pour calculer la ligne de séparation, la ligne de décision, donc pour séparer les deux classes. Il a pris toutes les lignes, malgré qu'on a mentionné un C égale à 1, et non pas un C faible. Si par exemple on met un C égale à 3, on exécute, toujours il prend toutes les valeurs. Voilà. Voilà. Donc dans le graphique, vous pouvez voir les deux parties de la décision avec tous les points de l'ensemble d'entraînement correctement positionnés. Tout simplement pourquoi? Parce que pour calculer cette ligne séparatrice, il a pris en considération toutes les observations pour calculer la marge. Voilà. Et non pas que seulement les points les plus proches.